Quelque part dans un immeuble de bureaux en marbre, à Zurich, un téléphone a sonné un mercredi soir au début du mois de juillet. Et lorsque cet appel a pris fin, l'issue de l'un des plus grands matchs de la Coupe du Monde 2026 avait déjà été discrètement réécrite. Pas par un arbitre, pas par un contrôle vidéo, pas par quoi que ce soit qui se serait produit sur le terrain, mais par un appel du président des États-Unis au président de la FIFA. Voici l'histoire de la façon dont un seul tacle à Santa Clara s'est transformé en véritable scandale politique, a ébranlé la crédibilité de l'organisation sportive la plus puissante du monde, a humilié l'une des fédérations les plus fières du football européen et a laissé les supporters de tous les continents face à la même question dérangeante. La Coupe du Monde se joue-t-elle encore selon les mêmes règles pour tout le monde, où l'argent et le pouvoir décident-ils désormais qui a le droit d'entrer sur la pelouse? Revenons au moment où tout a commencé. 4 jours avant que la tempête n'éclate, l'équipe nationale masculine des États-Unis arrachait une victoire en phase à élimination directe contre la Bosnie-Herzégovine à Santa Clara, en Californie. Folarin Balogun, l'attaquant de 25 ans de Monaco, devenu discrètement la révélation de la campagne américaine, a ouvert le score juste avant la mi-temps. C'était son 3e but du tournoi et le public local dans le stade a explosé. Pour un jeune homme qui avait passé des années à enchaîner les prêts et à naviguer entre plusieurs choix de sélection avant de s'installer définitivement avec les États-Unis, ce moment semblait être l'aboutissement de toute sa trajectoire. Un but en Coupe du Monde, à domicile, dans un match à élimination directe, sous les yeux de millions de personnes. Puis est arrivée la 64e minute. Balogun et le défenseur bosnien Tarik Muharemovic se sont tous les deux jetés sur un ballon libre au milieu de terrain. Dans l'enchevêtrement qui a suivi, les crampons de Balogun ont glissé le long de l'arrière de la jambe de Muharemovic avant de finir sur sa cheville. Muharemovic est tombé, visiblement touché, et a eu besoin de longs soins avant de pouvoir être accompagné hors du terrain. À première vue, en temps réel, l'action ressemblait à une collision fortuite entre 2 joueurs qui disputaient le ballon. L'arbitre, le Brésilien Rafael Klaus, a d'abord laissé le jeu se poursuivre. Mais l'assistance vidéo a signalé l'incident pour un examen plus approfondi, et Klaus s'est dirigé vers l'écran au bord du terrain. Après avoir étudié le ralenti, il a adressé à Balogun un carton rouge direct pour faute grossière. Balogun est resté figé. Il venait d'inscrire le but de sa carrière et le voilà expulsé du même match. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, s'est montré furieux en conférence de presse après la rencontre, qualifiant la décision d'absurde et affirmant qu'il n'y avait jamais eu la moindre intention de blesser. « Pour moi, ce n'est jamais un carton rouge, Schweitzer », a déclaré Pochettino aux journalistes. « Il n'y a jamais eu d'intention. C'est une action normale de football. On lutte pour le ballon et les pieds retombent quelque part. C'est tout. » De nombreux anciens joueurs et commentateurs ont estimé eux aussi que la sanction paraissait sévère pour ce qui ressemblait à un contact accidentel, certes malheureux, entre 2 joueurs pleinement engagés dans la conquête du ballon. Selon le propre règlement de compétition de la FIFA pour cette Coupe du Monde, précisément l'article 10.5, un carton rouge direct entraîne automatiquement une suspension d'un match. Ce n'est pas une sanction qu'un entraîneur peut faire disparaître en parlant en conférence de presse, ni une décision qu'une équipe peut normalement contester. La FIFA l'avait d'ailleurs expliqué aux journalistes dans les heures qui ont suivi le match contre la Bosnie. La règle était la règle, sans exception, sans appel. Balogun devait manquer le plus grand rendez-vous restant au calendrier américain, le 8e de finale contre la Belgique à Seattle. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Un coup dur pour un jeune attaquant talentueux, l'application ordinaire d'une règle vieille de plusieurs décennies, rien de plus, sauf que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. On a rapidement appris qu'au moment où la suspension de Balogun est devenue publique, la Maison-Blanche a commencé à suivre l'affaire de très près. Selon les informations d'Axios et de Politico, Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche consacré à la Coupe du Monde, a signalé la suspension au président Trump presque immédiatement après le coup de sifflet final à Santa Clara. Giuliani, aux côtés du secrétaire au commerce Howard Lutnick et de hauts responsables de la Fédération américaine de football, se trouvait dans les tribunes du stade ce soir-là.
Dès le lendemain matin, selon ces mêmes informations, les rouages du gouvernement fédéral et ceux du football américain travaillaient ensemble au téléphone, déterminés à trouver un moyen de remettre Balogun sur le terrain contre la Belgique. 4 jours de ce que des journalistes ont depuis décrit comme un mélange de lobbying coordonné, de manœuvres juridiques et de diplomatie à l'ancienne ont alors suivi, de la Maison-Blanche jusqu'au siège de la FIFA sur les rives du lac de Zurich. Jeudi, le président Trump a personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino. D'après des personnes informées de la conversation, Trump voulait comprendre exactement pourquoi le carton rouge avait été donné et pourquoi il entraînait une suspension automatique. Infantino aurait écouté sans faire de promesses. Mais le message avait bel et bien été transmis directement depuis le bureau le plus puissant du pays co-organisateur de cette Coupe du Monde à l'homme qui dirige le football mondial. Dimanche 5 juillet, alors que le match contre la Belgique n'était plus qu'à quelques heures, la commission disciplinaire de la FIFA a lâché sa bombe. Dans un communiqué officiel, la FIFA a annoncé que la suspension automatique d'un match infligé à Folarin Balogun était suspendue pour une période probatoire d'1 an. La justification juridique invoquée était l'article 27 du Code disciplinaire de la FIFA, une clause qui permet aux organes juridictionnels de l'organisation de suspendre totalement ou partiellement une mesure disciplinaire. La FIFA a expliqué que des éléments supplémentaires concernant l'incident avaient été examinés et que, sur la base de ces nouveaux éléments, Balogun était finalement autorisé à jouer contre la Belgique. Le président Trump n'a pas tardé à s'en attribuer le mérite. Il a publié un message sur sa plateforme sociale pour remercier la FIFA d'avoir, selon ses mots, fait ce qui était juste et réparé une grande injustice. Le compte officiel de la Maison-Blanche a publié un triomphal « USA, USA, USA » au moment où la nouvelle de la réintégration de Balogun se répandait. Lorsque des journalistes ont interrogé Trump directement sur son rôle, il ne l'a pas nié. « Tout ce que j'ai fait, c'est demander une révision parce que je ne pensais pas que c'était une faute », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je ne leur ai pas dit quoi faire. Je ne peux pas leur dire quoi faire. Je pense que c'est une commission qui a pris la décision et elle a pris la bonne décision. » Il a répété cette idée à plusieurs reprises, insistant sur le fait qu'il avait simplement demandé une révision et n'avait pas dicté le résultat. De son côté, Infantino a confirmé que l'appel avait bien eu lieu, tout en rejetant fermement toute suggestion selon laquelle la politique aurait influencé la décision de la FIFA. « Oui, je discute régulièrement de sujets liés à la Coupe du Monde de la FIFA avec le président des États-Unis. Et dans cette affaire, j'ai bien reçu un appel du président Donald Trump, comme je reçois des appels de chefs d'État, de responsables gouvernementaux, d'acteurs du football et de dirigeants d'entreprises du monde entier sur de nombreux sujets différents, » a déclaré Infantino dans un communiqué. Il a ensuite présenté le processus disciplinaire de la FIFA comme totalement indépendant. Le respect des institutions indépendantes et de l'état de droit est un qui protège en permanence l'intégrité de nos compétitions et la crédibilité de la FIFA, a-t-il affirmé, ajoutant que les organes juridictionnels de la FIFA fonctionnent de manière autonome et que le fait qu'ils soient personnellement d'accord ou non avec une décision est, selon ses propres mots, sans importance. Tout le monde n'a pas été convaincu. L'Union royale belge de football, en lisant le communiqué de la FIFA dimanche matin, quelques heures seulement avant que sa propre équipe n'entre sur le terrain, a réagi avec ce que l'on ne peut décrire autrement que comme une véritable colère institutionnelle. Le sélectionneur belge Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots devant les journalistes. « Je ne savais pas qu'à la Coupe du Monde, le 5 juillet était en fait le 1er avril », a-t-il lancé avec un sarcasme évident. C'était le poisson d'avril. La fédération belge a ensuite publié une déclaration écrite formelle détaillant un argumentaire juridique précis, citant l'article 66.4 du propre code disciplinaire de la FIFA, qui stipule clairement qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l'équipe. La Belgique a souligné que cette règle exacte avait été réaffirmée dans les circulaires officielles de la Coupe du Monde, envoyées à toutes les fédérations participantes au mois de mai, et puis répétée lors des réunions de coordination
avant chaque match du tournoi. Aux yeux de la Belgique, la FIFA n'avait pas simplement assoupli une règle. Elle avait brisé le principe fondamental selon lequel toutes les nations concourent sous les mêmes règles, appliquées de la même manière, sans exception. La Belgique ne s'est pas arrêtée aux déclarations publiques. La fédération a officiellement contesté l'éligibilité de Balogun et, fait remarquable, la FIFA lui a accordé le droit de faire appel, une décision qui ne semblait avoir aucun précédent évident en Coupe du Monde. La Fédération américaine de football comme la Fédération belge ont reçu l'ordre de soumettre leurs arguments juridiques à la FIFA avant 5 heures du matin, heure du Pacifique, soit quelques heures seulement avant le coup d'envoi. La FIFA a examiné les dossiers et, au bout du compte, a rejeté l'appel belge. Balogun était autorisé à débuter. Pour la Belgique, la situation était d'autant plus irritante que la FIFA n'a jamais réellement expliqué son raisonnement initial pour lever la suspension. La fédération belge a déclaré par la suite qu'elle n'avait toujours reçu aucune explication officielle sur les raisons pour lesquelles Balogun avait été autorisé à jouer, et a prévenu qu'elle était prête à engager d'autres démarches. La réaction de l'instance dirigeante du football européen a été tout aussi tranchante. L'UEFA a publié un communiqué public cinglant affirmant qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle a qualifié de décision sans précédent, incompréhensible et injustifiable. Pour une organisation qui critique rarement la FIFA publiquement, le ton était exceptionnel et il montrait à quel point les autorités du football européen prenaient au sérieux le précédent que cette affaire risquait de créer. Les informations de Politico ont ajouté une couche supplémentaire au récit, en rapportant qu'un haut responsable de l'UEFA, sous couvert d'anonymat, avait indiqué que la Confédération étudiait activement les mesures supplémentaires qu'elle pourrait prendre en réponse à la décision de la FIFA. Le contexte historique rendait la colère belge encore plus facile à comprendre. Personne n'a pu citer un seul exemple, depuis 1962, d'une suspension consécutive à un carton rouge annulé de cette manière en Coupe du Monde. La comparaison la plus proche que l'on ait trouvée était celle de Garrincha avec le Brésil, autorisé à disputer la finale de 1962 malgré un carton rouge reçu en demi-finale, une décision prise il y a plus de 60 ans dans une époque totalement différente du sport et sous des règles totalement différentes. Depuis, les lois du jeu ont été réécrites à plusieurs reprises et le règlement de compétition de la FIFA pour 2026 avait été communiqué à toutes les fédérations comme définitif, absolu et non susceptible d'appel. C'est précisément ce qui a rendu ce revirement si brutal pour tant de personnes à l'intérieur du football. Et voici maintenant la partie de l'histoire qui porte sa propre ironie amère. Le lundi 6 juillet, à Seattle, la Belgique et les États-Unis sont enfin entrés sur le terrain avec tout ce bruit politique suspendu au-dessus du stade. Et la Belgique ne s'est pas contentée de gagner. Elle a démantelé les Américains. Le score final a été de 4-1, une performance si dominante que l'équipe chargée des réseaux sociaux belges n'a pas résisté à l'envie de lancer une dernière pique. Juste après le coup de sifflet final, le compte officiel de la Belgique a publié des images de ces célébrations de but avec une légende toute simple « Annulez ça ». C'était un message aussi clair que ce que l'on a pu voir dans cette Coupe du Monde. La FIFA avait peut-être offert aux États-Unis un sursis controversé, mais sur la pelouse, tout cela n'a compté pour rien. Balogun, réintégré dans le 11 après 4 jours de drame politique, n'a finalement presque pas pesé sur le match selon les comptes rendus de plusieurs médias. Il a commencé, il a joué, et la Belgique a simplement dominé les Américains du début à la fin. Avec ce résultat, la Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera désormais l'Espagne, victorieuse du Portugal, 1-0 plus tôt le même jour dans un autre huitième de finale. Pour la Belgique, cette victoire contre les États-Unis avait une double saveur. Elle gardait vivant son rêve mondialiste, mais elle lui permettait aussi de régler le débat au seul endroit qui compte vraiment dans le football, le tableau d'affichage. Pour les États-Unis, en revanche, le parcours que tout le pays célébrait depuis des semaines s'est arrêté brutalement et, pour certains, de manière embarrassante, tandis que la controverse entourant leur propre avantage menace désormais d'éclipser tout ce qu'ils avaient accompli sur le terrain. Mais le résultat sportif, aussi satisfaisant soit-il pour les supporters belges,
ne répond pas à la question bien plus vaste soulevée par cet épisode. Car voici ce que personne à la FIFA n'a réellement expliqué. Si l'article 27 du Code disciplinaire de la FIFA permet vraiment à l'organisation de suspendre une sanction automatique après un carton rouge lorsque de nouveaux éléments le justifient, pourquoi cette possibilité n'a-t-elle apparemment jamais été utilisée pour une autre équipe dans une autre Coupe du Monde, en plus de 60 ans? Était-elle disponible pour toutes les nations de ce tournoi, ou seulement pour le co-organisateur soutenu par le gouvernement le plus bruyant et le plus puissant? La FIFA n'a publié aucun rapport expliquant précisément comment sa commission disciplinaire de 18 membres est parvenue à sa décision, et elle a refusé de dire si la décision avait même fait l'objet d'un vote formel. Ce silence, plus que tout le reste, est ce qui a maintenu cette histoire en vie bien après le coup de sifflet final à Seattle. C'est là que la vérité la plus inconfortable de cette Coupe du Monde devient impossible à ignorer. 85 minutes de talent, d'effort et d'émotion sur la pelouse existant à l'intérieur d'un cadre institutionnel capable de produire son propre chaos, totalement indépendamment de tout ce qu'un joueur peut faire avec le ballon. Ce tournoi avait déjà connu son lot de polémiques autour de l'assistance vidéo, de cartons rouges contestés et d'inquiétudes de sécurité dans les villes hôtes. Il faut désormais y ajouter un président américain en exercice, appelant personnellement le patron de la FIFA au sujet d'un dossier disciplinaire impliquant l'équipe de son propre pays et un revirement que le chef de l'instance dirigeante du football européen a publiquement qualifié d'injustifiable. Les analystes politiques qui ont suivi l'affaire ont souligné à quel point il est inhabituel qu'un gouvernement, a fortiori celui d'un pays co-organisateur d'une Coupe du Monde, s'implique directement dans la procédure disciplinaire interne d'un organisme sportif. Plusieurs ont aussi exprimé leurs inquiétudes sur le précédent que cela crée pour la suite du tournoi et au-delà, surtout alors que les États-Unis doivent de nouveau accueillir de grands événements de la FIFA dans les années à venir. Pour Infantino, personnellement, cet épisode le place dans une position de plus en plus inconfortable. Il cultive depuis des années une relation étroite avec l'administration Trump, considérée comme essentielle pour garantir le soutien nécessaire à la Coupe du Monde sur le sol américain. Mais cette proximité a désormais un prix. Des commentaires de journalistes politiques ont suggéré qu'Infantino risquait d'apparaître moins comme le dirigeant d'une institution indépendante que comme un responsable désireux de ménager le gouvernement qui accueille son tournoi. Du côté de la Belgique, l'attention se tourne désormais entièrement vers l'Espagne et le quart de finale qui l'attend. Sur le papier, c'est l'une des affiches les plus attendues de ce qui reste du tournoi, opposant une équipe belge aguerrie à une sélection espagnole de plus en plus tranchante à mesure que les tours à élimination directe avancent. Mais même si les regards se portent sur ce prochain test, les questions soulevées par l'affaire Balogun ne vont pas disparaître discrètement. Les responsables belges ont clairement indiqué qu'ils attendaient toujours une explication formelle de la FIFA sur la manière et les raisons de ce revirement, et la critique publique de l'UEFA laisse penser que les autorités européennes du football pourraient continuer à pousser le dossier dans les semaines à venir, quel que soit le déroulement du reste du tournoi sur le terrain. La grande question qui plane sur toute cette Coupe du Monde ne concerne donc pas vraiment un carton rouge, un attaquant, ni même un match. Elle porte sur le fait de savoir si les règles qui régissent le plus grand événement sportif de la planète s'appliquent de manière égale à toutes les nations qui y participent, ou si, lorsqu'une pression politique suffisante est exercée au bon moment, ces règles peuvent se plier. La FIFA affirme que sa commission disciplinaire a agi en toute indépendance et que le calendrier de la décision, aussi gênant est-il paru, n'avait rien à voir avec un appel venu du bureau ovale. La Belgique, l'UEFA et un très grand nombre d'observateurs du football à travers le monde restent sceptiques. Tant que la FIFA n'offrira pas une explication plus complète et plus transparente sur la manière exacte dont ce revirement s'est produit et sur ses raisons, ce scepticisme a peu de chances de disparaître, et l'ombre qu'il a projetée sur ce qui aurait dû rester comme un huitième de finale palpitant de la Coupe du Monde, 2026 ne disparaîtra pas non plus. Il existe aussi ici un schéma plus large qui mérite d'être relevé, et sur lequel les commentateurs politiques ont commencé à attirer l'attention depuis l'éclatement de l'affaire.
La Coupe du monde 2026 est la première édition organisée conjointement par 3 pays, les États-Unis accueillant l'immense majorité des matchs, y compris celui de Seattle. Cette organisation a été le produit de longues années de négociations et d'engagements financiers, impliquant le gouvernement fédéral américain, des autorités locales, des exploitants de stades et la FIFA elle-même. Certains observateurs soutiennent que l'épisode Balogun ne peut être séparé de ce contexte plus vaste. Lorsqu'un gouvernement injecte des milliards de dollars dans les infrastructures et la promotion d'un événement mondial, ses responsables peuvent se sentir en droit d'intervenir lorsqu'une décision paraît menacer l'équipe du pays hôte. Savoir si ce sentiment de légitimité est acceptable, c'est précisément le débat qui se joue aujourd'hui dans les pages sportives comme dans les chroniques politiques. La FIFA a tenté de maintenir l'affaire sur le terrain strictement footballistique, en soulignant que la commission disciplinaire qui a examiné le cas Balogun est un organe juridique distinct des branches administratives et commerciales de la FIFA, doté de ses propres statuts et de membres indépendants. En théorie, l'appel d'un chef d'État, quel qu'il soit, ne devrait avoir aucune incidence sur un tel dossier. Le problème, selon les critiques, relève moins des textes que de l'image. Même si la Commission a pris sa décision sur des critères exclusivement juridiques, le timing, quelques heures seulement avant le coup d'envoi, et immédiatement après une semaine de lobbying public venu de la Maison-Blanche, a rendu presque impossible pour des observateurs neutres de voir cette décision autrement que comme politiquement influencée. L'ancien international anglais et actuel consultant Gary Neville a été l'un des critiques les plus virulents dans les heures qui ont suivi, affirmant à l'antenne que, quelle que soit la justification juridique invoquée par la FIFA, laisser entrer la moindre perception d'ingérence politique dans une décision disciplinaire en Coupe du Monde crée un précédent dangereux. D'autres commentateurs qui avaient couvert sur place le match initial contre la Bosnie ont souligné que le carton rouge lui-même divisait déjà l'opinion avant l'apparition de toute dimension politique. Certains jugeaient en Smolsby l'expulsion conforme aux règles, compte tenu du contact visible et de la blessure réelle, tandis que d'autres estimaient qu'il s'agissait d'une sanction excessive pour un contact accidentel entre deux joueurs qui se disputaient un ballon libre. Parce que des gens raisonnables du football étaient en désaccord dès le départ sur la validité du carton, le brusque revirement a moins ressemblé à une réparation de justice qu'à une décision façonnée par une pression extérieure. La suite sportive se déplace désormais vers les quarts de finale où le duel entre la Belgique et l'Espagne domine un tableau qui a déjà produit sa dose de drame. L'Espagne arrive après avoir éliminé le Portugal d'un petit but le même jour, confirmant dans ce tournoi sa réputation d'équipe capable de gagner des matchs à élimination directe, tendue et peu prolifique, même lorsque son jeu offensif ne fonctionne pas parfaitement. La Belgique, forte de sa démolition nette des Américains sur le score de 4-1, aborde ce quart de finale avec confiance et avec beaucoup moins de controverses derrière elle que l'équipe qu'elle vient d'éliminer. Pour les États-Unis, l'élimination met brutalement fin à un tournoi qui avait capté l'imagination d'un pays co-organisateur d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1994. Au lieu de célébrer une qualification pour les quarts, les supporters américains se retrouvent maintenant à répondre à des questions gênantes sur le fait que leur propre gouvernement aurait pu aider à faire pencher la procédure disciplinaire en leur faveur, pour finalement voir l'équipe perdre malgré tout. Rien de tout cela ne devrait disparaître rapidement. La critique publique de l'UEFA à l'égard de la FIFA, inhabituellement directe pour une organisation qui évite généralement l'affrontement frontal avec l'instance mondiale, suggère que les autorités européennes du football voient dans cette affaire plus qu'un incident isolé. Certaines informations sur les rapports de force internes à la FIFA font état d'un malaise croissant parmi les fédérations européennes quant à la proximité entre la direction de la FIFA et l'administration américaine actuelle tout au long de cette Coupe du Monde. L'affaire Balogun est devenue jusqu'ici le point de cristallisation publique le plus clair de ces frustrations privées. La pression sur Infantino pour qu'il fournisse un compte-rendu public plus complet de la façon dont la commission disciplinaire est parvenue à cette décision et des raisons qui l'y ont conduite ne devrait pas retomber de sitôt. Pour l'instant, le tableau d'affichage de Seattle reste la seule réponse concrète reçue par qui que ce soit.
Belgique 4, États-Unis 1. Quel que soit l'avantage qu'un appel présidentiel ait pu ou non garantir à Folarin Balogun et à ses coéquipiers, il ne s'est traduit sur la pelouse par rien qui ressemble à un match disputé. Pour de nombreux critiques de la décision de la FIFA, ce résultat était devenu le détail le plus accablant de tous. Si ce revirement visait réellement à corriger une véritable erreur d'arbitrage, les supporters auraient pu s'attendre à une rencontre plus serrée, capable de justifier tout le drame qui l'avait précédé. Au lieu de cela, ils ont eu une déroute, une pique virale du compte de l'équipe victorieuse sur les réseaux sociaux et une controverse qui suivra probablement la FIFA et cette Coupe du Monde pendant longtemps, quel que soit le pays qui soulèvera finalement le trophée dans les dernières semaines du tournoi.